Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S706 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 octobre 2023. Cette émission vous est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec la réalisatrice Aurélie Gonin pour tenter, et on l'espère, de tout comprendre au format en vidéo. Alors, en photo, pour ce qui est des formats, c'est relativement simple. On a, dans une grande majorité des cas, le vénérable JPEG et le format RAW à la prise de vue. On peut même aussi évoquer le format HEIF qui arrive de plus en plus régulièrement. En post-production, on a le format TIFF ou PSD qui permettent entre autres de gérer les calques, et puis c'est à peu près tout. En vidéo, c'est une toute autre histoire. Sur les derniers hybrides, on peut lire sur les fiches techniques des listes impressionnantes de formats vidéo différents. On parle de définition, de profondeur de codage, de flux, de codec et encore de bien d'autres choses. Et on peut se demander finalement légitimement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a autant de formats possibles en vidéo ? C'est la question qu'on a posée à Stéphane Faudeux, qu'on va réentendre de nouveau, qui est le directeur du Satis et éditeur de nombreux médias spécialisés sur l'audiovisuel. Il nous répond. Je pense qu'il y a une multitude, une foultitude de formats vidéo, pour plusieurs raisons. Il y a une raison à la fois qui est la montée en qualité et en résolution des capteurs. On est passé du SD, HD, 4K, 6K, 8K, voire 12K même pour certaines caméras dites vidéo. Donc c'est à la fois des débits, des bandes passantes et des volumétries de données qui sont très importantes. Et il y a des consortiums qui existent, qui ont défini des normes, mais qui ont aussi défini des licences qui sont payantes. Certains constructeurs s'y plient, d'autres ne veulent pas s'y plier, donc font des formats de codecs qui peuvent être concurrents ou complémentaires. On a aussi des constructeurs qui, à quelques, je dirais, virgules près, créent leur propre codec pour, alors ça peut être un argument marketing, mais pour garder leurs utilisateurs dans un écosystème un peu fermé. Et il ne faut pas non plus, enfin, faut voir de quoi on parle, c'est-à-dire qu'il y a les formats qui sont à l'enregistrement, il y a les formats qui sont à la post-production, donc qui ne sont pas forcément les mêmes, donc on convertit de l'un à l'autre, et il y a ceux qui sont à la diffusion. Et même, on a aussi nos propres RAW en vidéo, avec des RAW sans perte, mais il y a quand même toujours un peu de compression. Donc ça fait effectivement un ensemble, jamais fait le compte, mais c'est plusieurs dizaines, je pense, de formats différents. Mais c'est vrai qu'il y a une jungle. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais au bout du compte, je dirais qu'il y a un juge de paix qui va être le fichier qu'on livre. Et le fichier qu'on livre, là, il n'y en a pas tant que ça. Bon, Stéphane n'est pas très très rassurant finalement sur le sujet et confirme bien la complexité des différents formats vidéo. Aurélie, pour commencer, on peut déjà donc faire la distinction entre un format d'acquisition, à la prise de vue donc, un format de post-production pour le montage et un format de diffusion. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et alors, Stéphane, c'est un des acteurs incontournables de l'audiovisuel depuis des années, donc c'est super qu'il soit intervenu, parce qu'il a vu justement toute cette évolution. Et par rapport à ce qu'il disait, j'ajouterais, en fait, si ça change continuellement, c'est qu'il y a des chercheurs qui cherchent continuellement le meilleur ratio entre la qualité d'image et le poids du fichier. Et c'est grâce à ça qu'on peut filmer avec un téléphone, c'est-à-dire faire de la vidéo avec des fichiers ultra légers, parce qu'il y a des gens qui cherchent comment arriver à stocker toutes ces informations dans le poids minimal avec une qualité correcte.
Alors, finalement, pour un usage ultra professionnel et dans des cadres de production précis, moi, je veux bien comprendre cette complexité et ce nombre si impressionnant de formats possibles à la prise de vue. Mais bon, pour la grande majorité des utilisateurs d'hybrides, donc des amateurs ou des passionnés, est-ce que c'est finalement vraiment nécessaire tout ça? Je dirais que oui, parce que, alors déjà, ça progresse continuellement, comme je viens de le dire. Donc, c'est bien, enfin, quand un nouveau codec apparaît, c'est pas quelque chose de négatif, c'est un progrès. Mais aussi, avec le même appareil, on va faire différents types de tournage. Et un jour, on va utiliser un format, un jour, on va en utiliser un autre en fonction de ce qu'on va filmer. Oui, puis on va revenir en détail sur ce qu'est un codec notamment. Tu vas nous expliquer tout ça, Aurélie. Mais Oui, ce c'est qu'il ma faut... partie austère. Oh, la vexée. Décidément, ouais. Oh, la vexée. Oh là là. On va refaire toute l'intro. Vraiment désolé pour ça. Ce sera peut-être le nom de ton codec, Aurélie. Voilà. Non, mais il y a peut-être quelque chose aussi qui est propre à ces difficultés qu'on peut retrouver en photo dans les noms de fichiers, parce que là on parle des formats, mais c'est l'aspect propriétaire de certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques aussi qui s'accaparent des choses, et peut-être que la lisibilité ou la clarté de ça est rendue plus difficile de ce fait-là, en fait. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est des problématiques autres. Et après, je veux dire, il y a la captation, mais il y a toute la chaîne qui va derrière avec les logiciels de montage, la sortie, etc. Donc oui, c'est toute une chaîne. C'est pour ça que là, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est d'aller sur du très générique, transversal, et essayer de décrypter les principaux formats qui touchent un petit peu tous les utilisateurs. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc aujourd'hui, on va principalement se focaliser sur les formats d'acquisition. Autrement dit, le choix que l'on doit faire sur son boîtier au moment de la prise de vue, avant d'appuyer sur la touche REC. Et on va commencer par essayer de décrypter toutes les informations qui sont présentes dans un format d'enregistrement vidéo. Et je prends au hasard l'un des modes d'enregistrement que l'on peut trouver dans le dernier Nikon Z8. Accrochez-vous bien. 3840 multiplié par 2160, 60p ProRes HQ, 422 10 bits. Il y a énormément d'informations dans ce format et on va donc les traiter une à une. 3840 par 2160, c'est bien la définition, Aurélie? Oui, alors ça, c'est la taille de notre image. Donc ça correspond à ce qu'on appelle l'Ultra HD, qu'on appelle aussi communément 4K, mais c'est pas exactement de la 4K. C'est de l'Ultra HD, c'est-à-dire que c'est 4 fois plus grand que la HD, qui est le standard de diffusion qu'on a sur nos télévisions. Et c'est un format qui est 16 neuvième. Il y a le ratio qui est un format important aussi. La 4K est un petit peu plus large, un petit peu plus panoramique. Parce que annoncé comme ça, en fait, c'est un ratio entre la dimension horizontale et verticale qui donne en effet le pixels, 16-9. Voilà. Il y a des ratios 16-9, 4 tiers. Et certains constructeurs communiquent avec cette définition en nombre de pixels et d'autres utilisent les raccourcis ou les acronymes auxquels ces définitions se rattachent. Le Full HD, 1920 par 1080, la 4K, la 6K, la 8K. Mais alors, je veux qu'on revienne 3 secondes sur un truc, Aurélie, parce que si on multiplie 3840 par 2160, on ne tombe pas sur 4 millions de pixels, mais on tombe sur 8 millions de pixels. Pourquoi on parle alors de 4K si ça fait 8 millions de pixels? Parce que ça fait presque 4000 pixels de large. En fait, on a inversé l'appellation parce qu'à l'époque de la HD ou avant de la HD Ready, on parlait du nombre de pixels verticaux. On appelait ça le 1080 ou du 720. Ouais. Et maintenant, on a changé, on est passé à l'horizontale. Donc, c'est là où on va parler de 4K, 8K, parce que c'est des formats qui font à peu près 4000 ou 8000 pixels de large. Puis comme tu disais juste avant, Aurélie, on ne peut pas simplement parfois réduire par 4K, mais il faut ajouter 4K UHD ou 4K DCI, parce qu'en fait, la 4K DCI est plus large que la UHD. C'est bien ça, Aurélie? Ou est-ce que tu peux peut-être nous préciser la différence entre les deux formats, qui ne sont pas dans tous les appareils? Il y a plusieurs 4K, quoi, en fait. On va dire que l'Ultra HD, c'est le standard. Et donc, c'est un format 16 neuvième. C'est celui dont tu viens de parler. Et c'est 4 fois plus grand que la HD. Et c'est
un petit peu différents des formats de captation qui existent dans diverses caméras qui vont être un peu plus larges. Ça va du 4,1K, 4,3 en fonction des modèles. D'accord. Donc ça, c'est pour la définition. On continue dans la nomenclature. Après la définition vient le terme 60p. Ça, c'est donc la cadence d'acquisition. Oui, c'est la cadence de prise de vue. Alors, donc on a la cadence déjà de diffusion qui est grosso modo, on va dire, 25 images par seconde en Europe, parce que notre courant électrique est de 50 Hz, donc c'était plus facile de se baser là-dessus. Système PAL. Voilà, Amérique du Nord, Asie, c'est essentiellement du 60 Hz comme courant, donc eux, ils sont en 30p. Donc ça, c'est la grosse différence, 25-30. Système NTSC. Voilà. Et ensuite, l'avantage de nos caméras aujourd'hui, c'est qu'elles sont capables d'enregistrer plus d'images par seconde. Et ce qui fait qu'avoir du 60p ou du 120p, ça nous permet ensuite de faire des ralentis 2 ou 4 fois en post-production. Et l'appellation P, ça veut dire progressif, puisque la vidéo avant était en entrelacé. C'est-à-dire qu'on affichait d'abord une première trame, donc la première moitié de notre image. On va afficher d'abord les lignes impaires, puis les lignes paires. Et c'était un moyen de doubler artificiellement la cadence pour avoir une image un peu plus fluide, pour pas avoir de saccade. Mais ça, c'est un format qui était vraiment en vigueur à l'époque des tubes cathodiques, mais je ne sais pas si vous en avez encore chez vous. Mais maintenant qu'on est sur des écrans qui affichent l'image entière, on est en progressif. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que pour un rendu télé comparé au rendu ciné, il fallait une image plus fluide, donc on utilisait de l'entrelacé. Mais toi, quand tu paramètres ton boîtier, puisque là on parle de la cadence d'acquisition, est-ce que tu le règles à la norme européenne, du coup, en 25 images par seconde ou 50 images par seconde, ou est-ce que tu le laisses s'il est par défaut à 30, 60 ? Alors c'est une vraie question. Alors si je produis pour la télé, en fonction du pays dans lequel je suis, je vais choisir une base 25 ou une base 30. Ah mais attends, même avec la télévision numérique, ça a encore du sens cette notion-là ? Oui, par exemple, j'ai fait 2 docus qui sont en 30. Parce que je me suis dit, mais ma caméra est fabriquée au Japon, mon ordinateur est fabriqué aux États-Unis, les logiciels aussi, donc c'est plus logique d'être en base 30. Et puis il vaut mieux avoir trop d'images que pas assez. Et là, en fait, une chaîne allemande le souhaite. Eux veulent le convertir en 25p. C'est des choses que moi, je ne peux pas faire avec mes logiciels, je veux dire, grand public. Là, il faut vraiment passer par des transcodeurs haut de gamme pour avoir une parfaite fluidité des images. Et encore, on n'a pas parlé du système SECAM qui avait été créé en France la même année que le système PAL au Royaume-Uni, c'était en 67. Ça, on n'en a pas parlé. Mais on ne va pas noyer nos auditeurs d'informations déjà. Mais c'est intéressant de savoir, comme tu l'as souligné Arthur, que même avec nos téléviseurs très récents ou avec nos plateformes de diffusion très récentes, il faut être vigilant sur ces cadences d'acquisition. C'est toujours les choix en fonction de la finalité de nos images. Oui. Bon. On a la définition, on a la cadence d'acquisition. Ensuite vient le terme ProRes HQ. Ça, c'est le codec. On est d'accord ? Oui, c'est ça. ProRes, donc Stéphane a abordé la notion de codec payant. C'est un codec qui a été créé par Apple et qui est très, très dominant sur le marché aujourd'hui. Alors, c'est quoi ? Donne-nous la définition de ce qu'est un codec selon toi. Alors, il y a 2 choses qui définissent un format. Il y a d'abord le conteneur, c'est ce qu'on voit, c'est le .mov, .nev, .mp4. Ouais. Et ça, je le compare à un alphabet. On va dire que le move, ça va être l'alphabet latin. Et à l'intérieur de l'alphabet latin, on peut parler en italien, en français, etc. Et ça va être le codec. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs codecs pour le même conteneur. Et codec, ça veut dire compression, décompression. En fait, l'idée, c'est qu'on a un flux d'informations qui rentre qui est absolument considérable. Ça va être des débits qui sont beaucoup trop importants pour être enregistrés sur un support. Donc, on va compresser le signal et ensuite, quand on va vouloir lire notre vidéo, eh bien, on va la décompresser pour voir la vidéo au plus proche de ce qu'elle a été captée. Okay. Donc, c'est ça qui demande des ressources sur les ordinateurs notamment, c'est cette étape de décompression.
Donc codec, ça veut dire ça, compression, décompression. Donc la différence entre deux codecs, c'est finalement la manière dont cette compression-décompression est effectuée. Exactement. Alors il y a déjà 2 grandes familles. Il y a les codecs intra-image, c'est-à-dire qu'ils vont coder toute l'image en entier. Et ensuite les codecs inter-image qui, eux, vont être beaucoup plus légers, puisqu'ils vont aller alléger considérablement le fichier. C'est-à-dire, par exemple, on a un ciel bleu avec un oiseau qui passe, mais on va coder une fois le ciel, et ensuite on va coder uniquement l'oiseau qui passe, ce qui nous permet d'avoir des fichiers beaucoup plus légers. Avec tous les temps d'image, on va recapter l'image complète, mais ensuite, quand on est sur notre ordinateur ou autre, et qu'on veut lire la vidéo, on va voir le ciel et l'oiseau, et c'est là où l'ordinateur va devoir décompresser pour nous remontrer l'image telle qu'elle a été captée. C'est là qu'on intervient la notion de GOP. Et long GOP, c'est ces fameux groupes d'images qui sont analysés plutôt qu'une image par image, en fait. C'est ça, en fait, c'est l'intervalle entre 2 images complètes. Donc plus le nombre d'images est élevé, en gros plus c'est un format léger parce qu'on capte moins d'images entières. Mais oui, c'est ça les long GOP. Et après, c'est ça qui fait qu'on a des formats certes très légers, mais qui sont des fois un peu rudes à lire dans nos ordinateurs. C'est ça, il faut des machines puissantes pour Il faut des machines très puissantes. Et puis 2 H265, même si on se dit, tiens, c'est le même codec, vont pas être les mêmes. Il y a des H265 qui vont se lire de manière hyper fluide dans nos ordinateurs, dont le cas des Nikon, par exemple. Et puis il y en a d'autres qui vont vraiment faire souffrir la machine. Et c'est là où il faut avoir des bêtes de course. Ouais. Ok. Alors après ce ProRes HQ vient la notion de 10 bits. Ça, c'est comme en photo, c'est la profondeur de codage en RVB? Oui, c'est ça, c'est le nombre de nuances de couleurs. Et puis aujourd'hui, on a souvent le choix entre 8, 10 et 12 bits. Et la quantité d'informations de couleurs est absolument incomparable entre l'un et l'autre. Et c'est ça qui va nous donner une image plus riche. Ben ouais, j'ai fait le calcul en 8 bits, donc c'est 16 millions de couleurs possibles. Et quand on passe sur 10 bits, on atteint 1 milliard de couleurs et de nuances différentes possibles. Nous, finalement, en photo, en JPEG, on a l'habitude de fonctionner en 8 bits. Pour le coup, en RAW, en photo, on est sur 12 bits. C'est le cas aussi en vidéo. Sur la vidéo RAW, on est en 12 bits. Oui, par exemple, tu parles du ProRes. Dans les Z8, Z9, on a aussi un ProRes RAW 12 bits. Et puis le Nikon RAW qui est aussi en 12 bits. Et puis dans le décryptage que tu as évoqué au tout début de la discussion liée au format d'enregistrement dans le Nikon Z8, il y a une petite notion qu'il faut aussi décrypter, c'est 422. 422. 422. Mais ces chiffres qui sont le rapport entre les fréquences d'échantillonnage du signal de luminance 4 et des 2 signaux de différence de couleur. Et peut-être tu peux nous expliquer ça rapidement, Aurélie, de la manière la moins austère possible. Ouais. Alors, pour faire le plus simple possible, en fait, c'est que on a toutes ces infos. En gros, on en a trop. Donc, on va en sélectionner juste une partie. Et puis, en fonction de si on est sur les lignes ou sur les colonnes, enfin horizontales ou verticales, on va choisir le nombre d'infos qu'on sélectionne. Et alors évidemment, 422, on a plus d'infos qu'en 420, puisqu'on a coupé. Et en 444, on a absolument tout gardé. 420, on va réduire de la chrominance, du coup. Et la luminance, en fait, oui, c'est l'ensemble des infos. En gros, c'est comme si on réduisait le signal, oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en vidéo, c'est pas comme en photo. En photo, on code en RVB, rouge, vert, bleu. Et en vidéo, on code en luminance et 2 informations de chrominance. Et du coup, on va venir jouer sur le niveau de précision et la présence ou non de ces informations de chrominance sur tous les pixels, ce qui va permettre d'affiner entre le 422 ou le 422, le 420 ou même le 444, 444, parce que j'imagine qu'il y a des caméras qui ne font absolument aucun compromis sur cet aspect-là. Je réfléchis à s'il y a des hybrides qui font ça. J'ai jamais vu d'hybride en 444. Non, pas en hybride, non, c'est des trucs très, très, très pro. Je pense que c'est pas possible. Il y a du Apple ProRes 4444.
Mais c'est Mais les caméras qu'on utilise vraiment pour le broadcast, Ouais. c'est d'autres flux de production. Ouais. Ok. Et donc finalement, toutes ces données vont avoir une conséquence directe sur ce qu'on appelle le flux ou le débit vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de cette notion-là, s'il te plaît? Oui, le débit, en fait, c'est la quantité d'informations. En gros, c'est la taille du tuyau par lequel passent toutes les infos. Évidemment, plus le tuyau est grand, et plus on a d'infos. Et les débits, en fait, sont absolument considérables. C'est-à-dire que sur les caméras sur lesquelles on branche un câble SDI qui récupère le signal pur, les débits sont beaucoup trop élevés par rapport à ce que peuvent enregistrer des supports. Donc c'est là où en fait on va réduire les débits pour les enregistrer sur des cartes ou des disques durs. Même des Mais disques durs externes, pardon de te couper, un Atomos ou autre, ça peut pas encaisser ces débits-là? non, c'est des valeurs qui sont trop élevées. Ou alors vraiment encore une fois des configs spécifiques super haut de gamme. Mais l'idée donc c'est de réduire ce débit pour l'enregistrer sur nos supports. Mais on parle de débit très élevé. Par exemple, le format ProRes dont tu parlais, on est à 3000 mégabits par seconde. Donc c'est considérable. Et bien évidemment, il faut choisir la carte capable d'enregistrer dans ces formats. Et aussi les disques durs ensuite capables de lire ces fichiers au moment de la post-prod. Alors j'ai fait quelques petits calculs sur différents formats qu'on peut retrouver par exemple sur le Nikon Z8. Donc comme tu l'as dit, on parle de mégabits par seconde. Alors moi j'ai converti ça en nombre de gigaoctets par minute. C'est peut-être un peu plus parlant pour les photographes qui nous écoutent. Alors si par exemple on fait une vidéo donc en 3840 par 2160, donc du 4K 60p en H265 10 bits, on est sur 190 mégabits par seconde et donc la minute va nécessiter 1,42 gigaoctets d'espace de stockage. Si on passe en 60p H265 8 bits, ça baisse un peu forcément, 150 mégabits par seconde et là la minute va demander 1,12 gigaoctets d'espace de stockage. Et si on met tous les curseurs à fond sur le Nikon Z8, à savoir du NRAW 12 bits HQ 8K, c'est 5780 mégabits par seconde et une minute donc va vous demander 43 gigaoctets d'espace de stockage. C'est considérable. Et encore, le NRAW est un très bon compromis, Ouais, c'est ça, il puisqu'il est compressé. plus léger que le ProRes en qualité équivalente. C'est ça qui fait qu'on en parle autant de ce fameux fichier RAW propriétaire Nikon, c'est sa légèreté par rapport aux autres formats RAW. Oui, comme je dis depuis le début, en fait, l'enjeu, c'est toujours le meilleur rapport qualité-poids. Et là, ils ont fait un super codec, ouais. Alors c'est bon, on commence déjà à y voir un petit peu plus clair, en tout cas sur les différents paramètres à prendre en compte dans son format d'enregistrement vidéo. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail et dans l'usage, car si on peut facilement partir du principe de qui peut le plus, peut le moins, en vidéo, avec les possibilités des boîtiers actuels, ce principe peut facilement nous emmener dans des poids de fichiers totalement gigantesques et particulièrement compliqués à stocker et à manipuler. Nous avons échangé avec le vidéaste Stéphane Couchou et lui avons demandé comment est-ce qu'il faisait pour choisir le bon format vidéo en fonction de ses projets. On l'écoute. Alors, moi, mes formats vidéo, je les choisis principalement en fonction de la plateforme où je vais diffuser et surtout en fonction de la post-production que je vais avoir à faire. On sait que plus un codec va être incompressé, plus il va être souple sur les logiciels de montage. Donc, moi, le ProRes, pour moi, c'est le meilleur format qui existe, c'est le meilleur codec qui existe actuellement parce que quand on va importer ça sur Adobe Premiere, quand on va faire du slide, etc., on va avoir zéro bug. En fait, ça va être hyper fluide. Donc, ça, c'est principalement pour mettre sur des plateformes comme YouTube. Parce que moi, c'est principalement la plateforme où j'exporte le plus de vidéos. Puis maintenant, voilà, comme on dit, toutes les caméras avec un petit Atomos ou avec quelques enregistreurs externes, on va pouvoir faire du ProRes. Voilà. Donc ça, c'est ma première partie. Après, sur des formats un peu plus spécifiques pour, par exemple, la publicité ou des prods un peu plus costaudes, on va utiliser directement du RAW
Ça peut être en fonction des demandes de chef op, etc., pour avoir justement un matching complet sur différentes caméras. Donc, le RAW, effectivement, on va pouvoir gérer après tout ce qui est notre température, couleur, enfin voilà, notre exposition. Ça, les gens connaissent. Donc, ça, c'est pour des prods, on va dire, beaucoup plus quali et avec une contrainte technique d'un chef op ou d'un réel qui va être extrêmement précise. Moi, je préfère enregistrer au maximum possible parce qu'on n'est jamais à l'abri, par exemple, sur une prod que je vais mettre sur YouTube, on n'est jamais à l'abri, par exemple, que, je sais pas, imaginons on filme une voiture un peu sportive, qu'il y a la marque qui va s'intéresser à la vidéo, qui va nous dire, est-ce que vous avez une vidéo brute, la vidéo master, en fait, dans une super qualité? On n'est pas à l'abri de ça aujourd'hui parce que ça va très, très vite sur Internet. Donc, moi, j'enregistre toujours au maximum de ce que peut faire ma caméra. Forcément, moins je serai compressé, mieux ça sera fluide, comme j'ai dit avant. Et ensuite, par contre, sur les exports, effectivement, je vais exporter, par exemple, pas plus sur YouTube. Si on commence à mettre trop de débit sur notre vidéo, lui, il va trouver que c'est une vidéo qui est grosse, il va la recompresser automatiquement. Ça, c'est un petit tip que je donne. Donc, vaut mieux exporter sur des trucs qui sont de taille moyenne, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube, pour que notre vidéo, en fait, ne soit pas retouchée par la plateforme et ne soit pas recompressée. Voilà. Mais après, effectivement, moi, comme je dis, si on a les possibilités aujourd'hui avec des boîtiers de filmer avec des débits qui sont quand même relativement élevés, avec des cadences d'image qui sont relativement élevées aussi, on n'est pas à l'abri de savoir à la fin de dire on peut faire un petit peu de ralenti d'un coup si on a une demande client, parce que les clients on connaît, ça change tout le temps. On peut faire du ralenti là-dessus. Oui, on peut. Là, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une meilleure qualité sur un fichier master? Voilà. Donc, pour moi, très sincèrement, la bonne attitude à aborder, c'est d'enregistrer dans ce qu'on peut faire sur nos caméras. Et ensuite, après, à l'export, là, justement, on va pouvoir gérer, on va dire, la qualité, la résolution, la def, etc. Moi, il raconte plein de trucs, Stéphane. Alors lui, il est plus de la philosophie de qui peut le plus, peut le moins, pour le coup, mais c'est une stratégie qui s'entend. Moi, ce que je vous propose là, c'est qu'on rentre un petit peu dans le détail de tous les paramètres à prendre en compte au moment de ce choix et qu'on attaque par la notion de définition. Alors Aurélie, on nous vend de la 8K, mais finalement, il n'y a rien qui montre que la 8K va devenir la nouvelle norme de diffusion. Au contraire, d'ailleurs. Et puis bon, franchement, je pense qu'on n'est pas encore totalement passé à la 4K en réalité. Donc, filmer en 8K, ça ne sert pas à grand-chose, sauf à recadrer. Et c'est surtout pas mal de problèmes en post-production de filmer en 8K en termes de poids de fichier. Alors, effectivement, produire du contenu en 8K pour l'instant, c'est hyper anecdotique. Moi, j'en ai fait juste pour une chaîne qui s'appelle The Explorer qui faisait ça, ou pour filmer des glaciers pour lesquels on sait qu'ils vont disparaître bientôt, donc pour la pérennité des images. Mais aujourd'hui, personne n'a de télé 8K chez lui, et personne n'en aura puisque l'Union européenne veut mettre un frein à ça, parce que ça consomme beaucoup trop d'énergie pour l'intérêt que ça représente. Par contre, tourner en 8K, c'est intéressant, dans la mesure, comme tu le disais, où on va pouvoir recadrer. Et alors certes, ça fait des fichiers plus gros à gérer en post-prod, mais ça se gère. Et puis, on peut générer des versions allégées, ce qu'on appelle des proxys, qui vont nous servir à faciliter la phase de montage. Mais ça permet surtout, par exemple, quand je fais une interview, je me retrouve avec plusieurs échelles de plans avec une seule caméra. Donc là, c'est hyper intéressant, en fait. Ça facilite le montage et même la captation. Ça évite d'avoir deux caméras, par exemple. Et puis, après, les autres intérêts énormes aujourd'hui, c'est d'avoir des capteurs 8K. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait du Z8 et Z9, on va avoir le suréchantillonnage étendu, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser une petite partie de notre capteur pour faire une image Ultra HD, parce que c'est moins de pixels que les 45 qu'on a au total, eh bien on va utiliser tous les pixels du capteur pour créer une image qui est plus définie, qui est plus piquée. Donc ça, déjà, c'est intéressant. On a aussi ce qu'ils appellent le zoom numérique étendu, c'est-à-dire que, vous savez, avant, quand on passait de notre capteur FX-DX, ça appliquait un coefficient 1,5. Là, en fait, ça applique un coefficient 2 fois. Donc, par exemple, moi, quand je suis en montagne avec un 24-120, je me retrouve avec un 24-240. Donc, en gros, j'ai l'optique ultime qui me permet de tout couvrir
sans perte de qualité, puisque c'est pas comme si je dégradais mon image en zoomant dedans. En fait, c'est que j'utilise tous les pixels de mon capteur. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis après, il y a plein d'autres applications dans les productions, même broadcast, où aujourd'hui, par exemple, pour filmer un match, on peut avoir un très grand capteur à l'intérieur duquel, en fait, on va aller cropper, on va aller sélectionner des morceaux d'images et faire une réalisation avec ça. Donc, je pense que l'avenir ne sera pas aux diffusions avec plus de pixels. Par contre, les capteurs avec beaucoup de pixels, à mon avis, vont continuer à progresser. Oui. Oui, par contre, comme tu dis là et comme l'a dit Stéphane dans son témoignage qui est très intéressant, c'est chouette de donner la priorité à la définition, mais encore faut-il avoir suffisamment de stockage, à la fois à la prise de vue et après. Comment tu gères cet aspect-là, toi? Parce que c'est hyper gourmand en termes de C'est ressources. hyper gourmand et alors je suis d'accord avec ce que dit Stéphane sur le fait qu'aujourd'hui on fait plus une vidéo mais ce que j'appelle un plan de production, c'est-à-dire qu'à partir des mêmes images on va avoir plusieurs utilisations, plusieurs déclinaisons. On va créer des films longs, des films très courts qui vont être regardés à différents endroits. Mais après, il y a des contraintes. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur des événements où c'est des volumes de rush énormes. Et je voyage aussi pour faire du documentaire. Et là, je suis obligée de me réduire et de travailler en H265, en 10 bits, qui est déjà un format qui est super qualitatif. Parce que même si les disques durs et les cartes sont de plus en plus réduits, je peux pas mettre mes disques durs en soute. C'est hors de question que je confie ça à une compagnie aérienne. Et du coup, il faut que j'ai mes disques durs avec moi, en plus de tout le reste dans le sac à dos. Donc, il faut que le volume soit restreint. Oui. Et puis, finalement, en post-production, le passage de la 8K à des définitions inférieures, par exemple, évidemment, la 4K, ça se passe extrêmement bien. Est-ce que c'est la même chose dans l'autre sens, Aurélie? Parce que, bon, moi, je prends mon expérience personnelle. J'ai déjà regardé des contenus Full HD sur une télé 4K, ça passe très bien. Et on regarde encore des DVD qui sont de la SD. Mais si l'encodage est propre, ça se regarde bien. Oui. Alors maintenant qu'on est OK avec la définition, on va parler de la vitesse d'acquisition, les fameux nombres de P, le nombre d'images qui seront enregistrées par seconde. On l'a déjà un peu évoqué il y a quelques minutes. Ça permet entre autres de faire des ralentis. On a beaucoup de choix, du 24p, du 25p, du 30p pour les vitesses d'acquisition entre guillemets standards et leurs équivalents avec un nombre d'acquisitions doublé, voire triplé selon les cas. Aurélie, enregistré en 50p, en 60p ou même en 120p, est-ce que ça a un autre intérêt que de pouvoir faire des ralentis? Oui, par exemple, tout à l'heure on parlait de la 8K. La 8K association, pour elle, ça fait pas de sens de faire de la 8K en dessous de 50 ou 60 images par seconde. En fait, on gagne une fluidité dans l'image qui est meilleure avec un plus grand image par seconde dans un format là qui est un format de diffusion. Et après, si on reste dans des formats de diffusion standard 25 ou 30, et ben c'est là, comme on disait tout à l'heure, où c'est intéressant de tourner à plus haute cadence pour pouvoir ralentir ou pas, mais au moins avoir le choix derrière, puisqu'aujourd'hui on peut tourner à haute cadence en ayant l'enregistrement du son. Alors que sur certaines caméras où il n'y a pas si longtemps, c'était l'un ou l'autre. Oui. Et redisons au passage, puisqu'on en a parlé un petit peu en préambule, qu'une cadence de 100 images par seconde n'est pas inférieure à une cadence de 120 images par seconde, c'est simplement un système différent. C'est-à-dire que 100 images par seconde dans le boîtier sera lié au système PAL et 120 au système NTSC. Il peut y avoir de la confusion là-dessus. Les fiches constructeurs mettent souvent en avant les données les plus élevées, mais en fait, elles correspondent à un système. Mais il y a un paramètre qu'on doit prendre en compte aussi, Aurélie, quand on choisit cette vitesse d'acquisition. C'est finalement, plus on choisit une vitesse d'acquisition élevée, plus on va être restreint, en quelque sorte, sur le temps de pause qu'on va pouvoir utiliser sur sa caméra. Je sais qu'il y a une espèce de petite règle mémotechnique qui permet de lier vitesse d'acquisition et vitesse d'obturation.
Ce qui sont deux notions différentes. Est-ce que tu parles peux de la nous règle des rappeler? 180 degrés. Ouais. Oui, en fait, la théorie dit qu'il faut que notre cadence, enfin notre vitesse de prise de vue soit le double de la cadence, c'est-à-dire que si on a 25 images par seconde, il faut être au 50e. Ça maintient un espèce de léger flou de mouvement qui fait partie de notre imaginaire d'image du cinéma. Après, dans les faits, on peut monter au-dessus hein, sans avoir trop de soucis, avec une image qui gagne en impression de netteté. Par contre, il ne faut pas monter trop haut, parce que si on a trop d'écart entre les deux, on obtient des espèces de saccades. Oui, si on filme au 500e et un même plan au 50e, il va y avoir une espèce d'impression de surfluidité ou d'accélération qui est très désagréable en fait. Et en fait, même là, dans des extrêmes, comme tu le dis, on va même avoir une saccade. En fait, ça va plus, on va perdre cette ultra netteté. Oui. Mais ça, on le voit des fois, notamment en reportage, c'est souvent des gens qui ont probablement pas eu la possibilité de mettre un filtre ND qui permet de maintenir cette règle des 180 degrés en permanence. Et on peut voir que, effectivement, en plein jour, il y a des plans qui vont être hyper saccadés et c'est souvent dû à ça, quoi. Effectivement, quand on est en vidéo, on a souvent trop de lumière. Il faut qu'on réduise la quantité de lumière qui rentre, donc on met des filtres neutres sur notre objectif. Bon, alors on a bien compris sur le choix de la définition et le choix de la cadence d'acquisition. Ensuite vient le choix du codec, duquel va découler l'échantillonnage couleur, le codage et le format. On parle donc de codec et de compression. C'est un espèce de bloc qu'on doit choisir à ce moment-là. Finalement, Aurélie, quel type de format à ce niveau-là on choisit en fonction des différents types de projets qu'on peut être amené à réaliser en vidéo? Mais tu viens de le dire exactement. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais format. C'est en fonction de ce qu'on va faire, on va choisir l'un ou l'autre. C'est-à-dire que, comme je le disais, sur du documentaire à l'étranger, sur des événements, on va choisir un format plus léger. Le H265 est un excellent format. Le H264 était la norme il y a quelques années, mais aujourd'hui, il est obsolète, donc il n'y a plus de raison de s'en servir, autant faire du H265. Et ensuite, si on fait des tournages plus courts à la journée, où on va vraiment chercher la qualité maxi, et où on n'a pas de contrainte de volume de fichiers, et ben là, on va les tourner en ProRes ou en RAW d'un propriétaire ou un autre. Oui. Alors, on est quand même dans un podcast audio. Il y a un format dont on n'a pas parlé, c'est l'audio. Est-ce que tu y prêtes la moindre attention ou est-ce que c'est pas nécessaire? Alors, on sait aujourd'hui que sur Internet, 90% des vidéos sont regardées en muette, alors que beaucoup de gens écoutent des podcasts, mais c'est le paradoxe. C'est vrai ce que tu dis là? Et oui. Et quand tu fais semblant de travailler et que tu es sur ton téléphone ou à côté d'autres gens dans le métro ou je ne sais quoi, en fait, la plupart des vidéos sont regardées en muette. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met des sous-titres, pour que l'info orale passe quand même. Mais c'est pas une raison du tout pour négliger le son, parce que ça apporte beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions. Donc, effectivement, on va utiliser des micros additionnels à ceux de la caméra. Alors, ceux en interne, aujourd'hui, sont très qualitatifs. Hein. Moi, il y a des tournages dans lesquels il faut vraiment que je sois en config minimale. Donc là, je fais tout avec le micro interne. Mais sinon, c'est bien de se mettre un petit micro canon sur le porte-griffe ou un micro cravate HF ou pas sur les personnes qu'on interviewe. Aurélie, j'ai une question très terre à terre. Là, je reviens un tout petit peu à l'image. Est-ce qu'on a vraiment une réelle différence de qualité quand on enregistre en 4.2.0 8 bits versus un 4.2.2 10 bits? Est-ce que c'est obvious? Oui, dans la richesse des couleurs, entre le 8 et le 10 bits, on voit la différence. Et tout à l'heure, tu parlais du poids des fichiers. Si on fait un poids léger comme le H265, ça vaut vraiment le coup de passer en 10 bits plutôt qu'en 8. Tout à l'heure, tu as utilisé en relation avec le poids des fichiers un mot magique qu'on n'a pas expliqué, le mot proxy. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors proxy, donc ça veut dire version allégée. C'est-à-dire que si nos logiciels ne sont pas capables de monter des fichiers avec des débits pareils, eh bien, on va avoir une version compressée, donc plus petite en taille et en débit, qui va être facile à lire
pour nos logiciels de montage. Donc en fait, on va monter avec ces versions qui sont pas très jolies à voir. Et puis une fois que notre montage est terminé, eh ben, on va remplacer ces fichiers de travail par le fichier original. Et on n'aura plus que l'export à faire. Donc même si notre ordinateur rame un peu et que c'est un peu long, eh ben, c'est pas très grave. Et il y a pas mal de caméras aujourd'hui qui génèrent les proxys en parallèle du fichier haut de gamme directement au moment de la prise de vue. Donc on n'a pas besoin de les faire en post-prod après dans nos logiciels. Ce qui augmente d'autant plus encore les débits et les flux de ces caméras, quoi. Parce que même si c'est plus léger, c'est... Et des cartes. Ouais, c'est ça, quoi. Non, c'est impressionnant. Moi, je viens de la vieille école, hein, ça fait 20 ans que je fais de la vidéo. Et pour moi, les révolutions vraiment qu'on a eues ces dernières années, c'est la miniaturisation des supports qui gagnent sans cesse en débit et en capacité. Et puis l'autre, je dirais, c'est la même chose pour les batteries, qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus performantes. Et c'est tout ça qui nous permet d'avoir des caméras qui sont toutes petites, légères et ultra performantes, et c'est vraiment un énorme progrès dans la vidéo ces dernières années. Oui, mais c'est des caméras qui peuvent aussi avoir des limitations. Si on met tous les curseurs à fond, on a des durées d'enregistrement des séquences qui peuvent être un petit peu limitées. On a les boîtiers qui peuvent chauffer et se mettre en rideau. Les choses évoluent dans le bon sens sur ces aspects-là, ou c'est encore très contraignant de mettre tous les curseurs à fond sur un hybride moderne? Et précisons qu'il y a des marques qui ont recours à des systèmes de ventilation. Oui. C'est pas le cas de Nikon, qui a choisi d'implémenter la Leica dans ses boîtiers, mais qui ne dispose pas, en tout cas, d'un ventilateur à proprement parler. Et ça fonctionne quand même? Oui, et d'ailleurs, c'est assez agréable parce que ces ventilateurs, ça fait des caméras qui sont longues à se mettre en place, etc. On n'a pas la même réactivité à l'allumage et à l'enregistrement. Et eux, en fait, c'est sur la matière, c'est le matériau du boîtier qui permet une bonne dispersion. Et en toute honnêteté, moi, j'ai eu des cartes qui chauffaient, mais pas de boîtier. Mais bon, après, moi, je suis souvent en environnement froid. Et mes soucis de cartes qui chauffaient, je les ai eus en Toscane au mois de juin, un tournage où il faisait extrêmement chaud. Et puis depuis, on sait que SanDisk Pro vient d'annoncer une nouvelle CF Express avec des débits plus élevés. Donc encore une fois, en fait, c'est toute la chaîne qui doit être cohérente. Et puis, quand nos appareils de prise de vue deviennent plus performants, les cartes, les disques durs suivent, et puis nos logiciels aussi qui suivent les évolutions. Donc c'est ça qui est bien aussi aujourd'hui, c'est que rien n'est figé. On s'équipe aujourd'hui et le matériel évolue avec nous. C'est pas on achète quelque chose aujourd'hui pour les 5 ans à venir et que ce soit nos caméras. Alors elles évoluent avec l'évolution des firmware qui se mettent à jour continuellement. On n'a plus d'obturateurs mécaniques, donc en fait elles ne vieillissent plus physiquement. Donc ça, c'est déjà rassurant. Et puis là, tu parles des Z8 et logiciels... Z9 en particulier. Parce que oui, c'est ceux que je connais le plus. Ouais. Bien sûr. mais c'est pareil avec Adobe Premiere Pro que j'utilise aussi. On a des mises à jour puisque c'est un logiciel qui est sur abonnement et non pas en achat. Et donc, notre matériel suit les évolutions de la vidéo et c'est bien parce que ça évolue très vite. Finalement, il y a 3 manières d'enregistrer des séquences vidéo sur un hybride. Alors, ça dépend évidemment des modèles et des options. Alors, il y a l'enregistrement interne sur la carte mémoire, comme tu l'as évoqué. Certains modèles permettent d'enregistrer directement sur des disques durs connectés en USB-C. Et ça, c'est pas mal parce que c'est moins cher. Sur l'appareil. Le S5X notamment, S5 2X. Ouais. Et puis, il y a aussi l'enregistrement via la sortie HDMI et l'utilisation d'un accessoire onéreux qui s'appelle un enregistreur externe. Il y a quelques années, on ne parlait que de ça. Sur les hybrides, j'ai l'impression que beaucoup moins maintenant. Pour moi, ça fait plus de sens aujourd'hui puisqu'on a des meilleurs... vu ce qu'on a en interne sur carte, je vois pas ce que ça nous apporte d'avoir un Atomos sur le dessus, à part s'encombrer de quelque chose de plus lourd, alors que l'intérêt de ces hybrides, c'est justement d'avoir des caméras compactes et légères. Bon, après, il y en a qui aiment bien impressionner leurs clients avec du matériel volumineux, mais je crois que nos clients ont compris aujourd'hui que c'était pas forcément ça qui faisait la qualité. Mais alors, question naïve, très rapide, est-ce qu'on peut se satisfaire d'un simple enregistrement en log, en flat,
et pas recourir à du RAW du coup et se passer d'un enregistreur externe? Est-ce que ça peut suffire à récupérer suffisamment d'infos et faire des vidéos de bonne qualité? Battle, Raw versus Log. Il y a toujours des battles. Après, alors juste pour expliquer, le log, en fait, c'est un format qui est désaturé et décontrasté, donc qui nous offre en fait la plus large plage dynamique possible pour un retraitement en post-production. Parce qu'en vidéo, l'étalonnage est indispensable, puisque autant la photo, c'est une image qui raconte une histoire, en vidéo, c'est une succession de plans les uns à la suite des autres. Et du coup, il faut que le passage d'un plan à l'autre soit fluide. Donc, il faut uniformiser les couleurs et la luminosité. Donc, déjà, avant de donner une teinte artistique, l'idée, c'est d'uniformiser les plans entre eux. Donc, ça, c'est vraiment la base de l'étalonnage. Et effectivement, plus on a de plage dynamique, plus on a de latitude de travail derrière. Mais après, on n'est pas obligé non plus, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de passer des heures à faire de l'étalonnage, comme vous aimez peut-être pas forcément passer des heures à traiter vos photos, eh ben, vous pouvez utiliser les modes de ton intégrés aux appareils. Il y en a qui sont très bien. Et moi, je fais beaucoup de tournages avec le mode neutre dans les Nikon qui correspond qui est très proche de l'image que je veux avoir au final. Plus naturel. Et qui me permet, voilà. Et notamment quand on travaille sur des événements, on n'a pas le temps de faire de l'étalonnage poussé parce qu'il faut livrer extrêmement rapidement. Donc c'est bien d'avoir dès la captation une image qui est proche de ce qu'on veut avoir au final. Eh ben, c'est rassurant d'entendre ça parce que souvent l'impression que c'est propre, enfin qu'il y a deux écoles en gros. Il y a ceux qui vont faire du flat et qui sont les vrais entre guillemets, et puis les autres. Donc c'est rassurant d'entendre ça. Mais c'est comme pour le RAW et le JPEG. Je connais des très bons photographes pro qui disent moi je suis capable de gérer mon expo et mes couleurs, donc je peux faire du JPEG. Tout à fait. Et c'est un peu pareil en vidéo. Faut pas se perdre avec la technique, je trouve. L'intérêt d'une vidéo, c'est pas son étalonnage, même si certes ça apporte quelque chose, mais l'intérêt c'est quand même ce qu'on raconte avec. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser avant tout. Alors pour terminer, on va entrer un petit peu plus dans des cas concrets de configuration pour différents types de projets vidéo. Et on va commencer par de la fiction en court métrage pour par exemple la prochaine édition du Nikon Film Festival sur le thème du feu qui sera cette année présidé par, accrochez-vous bien, Quentin Dupieux. Coup de bol, Nikon donne quelques recommandations sur les types de fichiers qu'il a besoin pour participer. Et on vous propose d'écouter Alexandre Dino, le Digital Content Manager de Nikon France, en charge de l'événement, qui va nous expliquer tout ça. Les règles techniques, en tout cas, elles sont assez simples. C'est à l'image du festival, là aussi, c'est assez libre, puisqu'à part une contrainte de résolution minimum pour le film, mais ça va de soi, c'est du 1080p, donc c'est relativement standard, quoi. Il faut limite le faire maintenant pour envoyer un film en dessous de cette qualité-là. Mais en fait, le reste, c'est assez libre, mais on se permet, nous, de partager pas mal de recommandations plutôt par rapport à la suite du festival. C'est-à-dire que la diffusion web, elle implique pas mal de liberté par rapport au format, le ratio d'image et même les codecs. Par contre, une fois qu'on passe les étapes du festival, on arrive en salle de cinéma, on arrive aussi sur un fichier DCP notamment. Et donc là, on guide un peu aussi les équipes pour qu'elles puissent, dès le départ, faire en sorte d'avoir ce qu'il faut. Et c'est souvent ce qui fait la différence aussi par rapport à la sélection, notamment, c'est l'étape sur grand écran, où là, on voit clairement ceux qui avaient prévu. Et donc, c'est une bonne chose à nous maintenant de faire passer le message, d'expliquer comment on fait ça et comment on se prépare, quelles sont les recommandations techniques pour le passage en DCP. Notamment, on insiste énormément sur le framerate, donc les fameuses 24 images par seconde, parce que de plus en plus, on reçoit sur les milliers de films qu'on reçoit, on reçoit un peu tout ce qui existe sur le marché. Et même des choses un peu originales parce qu'il y a des gens c'est un vrai laboratoire le festival, donc il y a des gens qui tentent des choses. Mais nous, par exemple, on recommande le 24 images par seconde tout simplement parce que quand on prépare une projection en salle, on va uniformiser le fichier.
Donc voilà, on insiste sur l'uniformisation de cette partie-là, du son aussi. On a les codecs forcément qui sont recommandés. Le fichier, pour faire très très simple et très rapide, par exemple, on recommande dès le départ d'avoir et de préparer un fichier en 4.2.2. Voilà, parce que c'est le format le ProRes 4.2.2 qui permet de facilement ensuite nous enchaîner avec la deuxième étape du festival. Aurélie, pour avoir du 422, 422, 24p ProRes en sortie, il faut évidemment à minima avoir ça en entrée. Oui, idéalement, oui, non, c'est sûr. Plus la qualité d'entrée est bonne, encore une fois, il faut que toute la chaîne soit cohérente de la captation à la diffusion. Et tout à l'heure, quand on parlait des cadences, on s'est arrêté sur le 25-30 qui sont les cadences propres à la vidéo. Mais effectivement, le cinéma, lui, est en 24. Depuis pas mal de temps, il était à 18 images au tout début. Oui, pourquoi on s'est pas arrêté à 18? C'est le maximum qui est capté par l'œil humain. Pourquoi on s'est pas arrêté là? On avait quand même une petite saccade quand on regarde des films d'il y a un siècle maintenant. L'œil arrive vaguement à percevoir la différence d'une image à l'autre. En tout cas, ça doit fatiguer un peu plus la vue, donc c'est pour ça qu'on est monté au-dessus. Alors Aurélie, c'est quoi, si jamais il y a, les 5 questions à systématiquement peut-être se poser avant de choisir son format d'enregistrement vidéo? Alors, 5, c'est peut-être beaucoup. Oui, déjà, j'ai envie de dire, il n'y a pas un format. C'est-à-dire qu'au cours du tournage, on va changer. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la 8K, je disais, moi je fais les interviews en 8K, comme ça me permet de recadrer avec une qualité d'image optimale. Mais ensuite, je vais filmer de l'action. Donc là, je vais être en 4K ou enfin Ultra HD à 120 images par seconde pour avoir les meilleurs ralentis. Et puis après, je vais filmer du lifestyle, la personne qui bouge, etc. Et là, j'aime bien être en 60 images par seconde parce que ça me permet de bénéficier d'une meilleure stabilisation. Et le pouvoir de ralentir un peu, ça a un côté un peu poétique, ça magnifie un petit peu les personnes qu'on filme. Donc au sein du tournage, on n'arrête pas de changer, mais ce qui est facile en fait, c'est des accès rapides dans les menus et on change rapidement. Par contre, ce qu'il faut avoir choisir en amont, c'est son codec. C'est est-ce qu'on fait du H265 ou est-ce qu'on fait du ProRes, parce que ça se mélange pas forcément très bien. Est-ce qu'on fait du log ou est-ce qu'on prend un picture profile standard? Ça aussi, c'est des choses qu'il vaut mieux choisir en amont pour l'uniformisation de notre rendu. Donc les 5 questions, j'aurais envie de dire, c'est est-ce que c'est un tournage à la journée ou long? Donc qui va impliquer est-ce qu'on peut avoir le volume maxi de fichiers ou est-ce qu'il faut se restreindre? Donc là, déjà, ça va définir ProRes NRAW ou H265. Et puis ensuite, se dire voilà, quel profil colorimétrique je veux, est-ce que j'ai envie de faire de l'étalonnage ou pas. Et puis ensuite, à l'intérieur de tout ça, on va varier les tailles d'image et cadences. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Ça répond parfaitement à ma question et je pense qu'on ne pouvait pas rêver meilleure conclusion pour cette émission. J'aimerais juste rajouter un truc parce que je sais que la vidéo fait peur, etc. Et il n'y a pas besoin aujourd'hui de beaucoup d'accessoires pour faire de la vidéo, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Quand on tournait avec des DSLR, c'était difficile de faire la mise au point puisqu'il fallait garder le miroir voilà, avec les réflexes. Il y a beaucoup de termes aussi anglais en vidéo. Pardon, ouais. Et du coup, il fallait avoir... moi, j'utilisais une visée Zacuto que je mettais sur le moniteur pour mieux voir. Ça, ouais. Voilà, il y a des gens qui utilisaient des follow focus. Alors les fameux rigs contre-emballés. Mais voilà, en fait, on avait des tout petits boîtiers qui étaient encombrés de tout un tas d'accessoires. Et aujourd'hui, vraiment, les boîtiers se suffisent à eux-mêmes. Ils ont une stabilisation qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'un gimbal. Ils ont même un micro interne qui est correct, même si c'est toujours mieux d'avoir... Le micro canon reste peut-être l'accessoire unique à utiliser. Mais pour le reste, follow focus ne fait aucun sens dans la mesure où l'autofocus est bien meilleur que nous.
Donc l'enregistreur externe non plus, puisqu'on voit tous les formats qu'on a en interne. Donc déjà, dans l'accessoirisation de son boîtier, on est vraiment minimaliste aujourd'hui. Et puis dans les logiciels, alors si on veut faire du montage poussé, qu'on va dans des logiciels comme Adobe Premiere Pro, il faut un apprentissage, mais ils viennent par exemple de sortir la version Express qui est hyper simpliste et c'est ça que doit être le montage aussi. Ça doit pas être de la pure technique, ça doit être de la narration. L'essentiel du travail, c'est de choisir à l'intérieur des plans les quelques secondes qui font sens et les assembler les unes à la suite des autres pour raconter une histoire. Ça, ce sera le sujet d'une toute autre émission. Mais tu seras la bienvenue. Avec plaisir. Mais voilà, juste pour dire, la vidéo devient de plus en plus simple. Vraiment, ça se simplifie énormément à la prise de vue et au montage. Donc, il ne faut pas que la technique soit un frein encore aujourd'hui. Bon. Eh ben, écoute, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Aurélie. Moi, personnellement, j'ai absolument tout compris. Et contrairement à ce qu'on a pu dire en début d'émission, ce sujet n'est absolument pas austère, bien au contraire, quand il est bien expliqué. Et c'est ce que tu nous as fait, Aurélie. Merci infiniment.